Si j'ai pensé à Jean-François pour m'accompagner sur cette conférence, sur le concept de philosophie d'entreprise, c'est en premier lieu parce que précisément c'est l'exemple d'interface qui m'en a donné l'idée et qui en constitue finalement le noyau. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir dans la vidéo? Je vous propose qu'on refasse un petit tour sur la façon dont l'état d'esprit et la vision du monde du dirigeant a changé. Vous m'entendez bien? Je vois des... Oui? Ok. Si vous amusez à lire un petit livre qu'il a écrit il y a une dizaine d'années qui s'appelle La confession d'un industriel radical, qui n'existe pas en français, mais facilement et qui est assez simple à lire, vous verrez que le point de départ de Ray Anderson, la vision du monde sur laquelle il s'appuie au départ, c'est une vision tout à fait classique du capitaine d'industrie, disons capitaine d'industrie du XXe siècle, qui considère que la nature, c'est une ressource sans limite qui va lui servir à faire un certain nombre de produits. Ces produits lui permettront par la vente de réaliser un certain nombre de profits. Chemin faisant, il distribuera des salaires, il embauchera des gens, et en poursuivant finalement son intérêt, interface, et Ray Anderson contribue au bien commun. C'est la vision classique de l'économie, avec en arrière-plan le concept de main invisible et la conception classique de l'entreprise. Il a aussi une vision du bonheur qui est la vision consumériste. Plus vous allez consommer et plus vous allez être heureux. Il a une image de lui-même, il y insiste beaucoup d'ailleurs dans le livre, c'est assez intéressant, et dans les vidéos aussi, il a une image de lui-même. Voilà, je suis un capitaine d'industrie qui a brillamment réussi. C'est vrai qu'en à peine 20 ans, je crois, Interface est devenu le leader mondial sur son secteur. Une multinationale, je ne sais pas, vous me direz tout à l'heure, mais on est, à l'époque, je ne sais pas combien, mais aujourd'hui c'est 3000 collaborateurs, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. Ça commence déjà à être une très belle entreprise. Donc on part de ce regard-là sur le monde et sur l'entreprise. Et puis un jour, il y a une anomalie qui se produit. Et ça suscite une question, ça fait douter. Une grosse vente qui est perdue, un gros appel d'offres. Du coup, il y a une note qui remonte, comme il l'évoque dans le vidéo, une note arrive sur le bureau et la note dit ceci: il y a certains clients qui veulent savoir ce que l'entreprise fait pour l'environnement. Il a l'intuition que la réponse habituelle, à savoir interface et en conformité avec les réglementations fédérales, il a l'intuition que cette réponse habituelle ne suffira pas cette fois. Son bras droit, si je me souviens bien, le directeur du service de R&D, Jim Hartsfeld, lui propose d'organiser un séminaire avec les cadres principaux des différents pays afin d'élaborer une nouvelle réponse à donner aux futurs clients qui pourraient avoir l'idée saugrenue de demander ce qu'Interface fait pour l'environnement. Et Hartsfeld lui ajoute, ce serait bien que ce soit toi qui viennes faire le discours inaugural afin qu'on puisse avoir une direction à suivre. Et comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, il n'est pas particulièrement à l'aise avec l'idée, tout simplement parce qu'il n'a aucune vision environnementale à proposer. Et il se retrouve bien en peine de pouvoir rédiger son discours jusqu'au moment où le livre L'écologie de marché de Paul Hawken arrive sur son bureau. Et là, ce n'est pas une exagération de dire que ce livre, la lecture de ce livre a été un véritable ébranlement et en une nuit un véritable changement de paradigme. Alors, en quoi est-ce que son paradigme a changé? La première chose, c'est qu'il prend conscience du fait que la nature est la condition de toute société humaine et de toute économie. Aujourd'hui, ça paraît complètement naturel, même un peu banal, mais je pense qu'il y a une vingtaine d'années, il y a 25 ans, ça n'était pas tant que ça, en tout cas pour beaucoup de gens. Il prend aussi conscience du fait que l'économie industrielle entraîne une surconsommation des ressources humaines, naturelles, et que le mode de vie industriel n'est pas durable. Ces deux faits nouveaux, cette prise de conscience, entraîne un changement dans son système de croyance. Ce changement, c'est une pondération. La problématique écologique était complètement inexistante et d'un seul coup, elle se retrouve au centre de son attention. Et le déplacement de cette problématique-là va avoir tout un ensemble de conséquences qui vont nous amener à la décision de devenir la première entreprise industrielle à gommer son empreinte environnementale.
la première conséquence de la pondération de la problématique écologique, c'est tout simplement la réévaluation de l'image de soi. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il se considérait comme un capitaine d'industrie, l'exemple même de l'accomplissement, et finalement il se retrouve à considérer qu'il n'est simplement qu'un pillard, qui pourrait terminer en prison si les lois évoluaient plus vite au niveau de l'environnement. Par ailleurs, il réévalue le rôle aussi que joue son entreprise. Donc du fleuron du monde industriel, il devient simplement quelqu'un qui a créé une entreprise qui est en train de détruire l'avenir des générations futures. Alors, arrivé là, dans sa façon de penser, on pourrait s'imaginer que pour s'en sortir, ils se disent, après tout, les générations futures, on s'en fout. Sauf que, pas forcément un point qui est déterminant, mais c'est un homme qui a des croyances, et en particulier qui croit à la règle d'or, pour le coup c'est un chrétien, et le fait d'avoir cette conviction éthique, de croire qu'on ne doit pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse, cette conviction éthique l'amène à emprunter un autre chemin de pensée. Et ce chemin de pensée consiste en la révision de deux autres vérités éthiques, deux autres propositions qu'il tenait pour des vérités. L'avidité est tout le temps bonne, ou nécessairement bonne, qu'il nuance de cette façon-là, elle est parfois bonne. Et la deuxième chose, c'est une réévaluation de ce que constitue finalement l'accomplissement d'une vie humaine. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il considérait qu'il a adopté une vision relativement classique consistant à penser que le bonheur est proportionnel à notre capacité de consommer. Et là, on voit qu'il va complètement changer d'optique, puisqu'il va considérer que bien vivre, cela revient à participer à la restauration de la biosphère, ce qui va devenir la finalité ultime d'interface par la suite. Un fait nouveau est intégré dans le livre, un fait argumenté par Paul Hawken, à savoir que de toutes les institutions de notre société, que ce soit l'État, l'école ou les entreprises ou les associations, l'industrie est extrêmement bien placée pour agir et pour changer la situation, dans la mesure où elle est extrêmement puissante. Donc la révision des deux principes éthiques et le fait nouveau nous amène à réviser la conception classique de l'entreprise et à proposer une nouvelle conception qui consiste à dire « Ok, l'entreprise doit faire des bénéfices, c'est une condition nécessaire pour pouvoir survivre et se développer. Cela étant dit, elle peut être conçue pour accomplir des fins plus hautes. » Et c'est précisément ce qu'il va faire, ça je vais passer, en décidant de devenir la première industrie au monde à gommer entièrement son empreinte environnementale. Et ce changement de cadre, le fait de se fixer cette ambition-là, va soulever une question toute bête, mais diaboliquement complexe. Et je pense que le témoignage de Jean-François montrera à quel point c'est une question à la fois féconde et extrêmement complexe. C'est comment construire, à quoi doit ressembler une entreprise concrètement qui cherche à incarner ce type de philosophie, c'est-à-dire avoir une éthique environnementale extrêmement forte. Je vous ai dit, l'expérience, l'histoire d'interface, c'est l'origine du concept de philosophie d'entreprise. C'est à partir de cet exemple-là que j'ai commencé à le construire. Alors, pour pouvoir le développer, je vais commencer tout simplement par dire, en deux mots, ce qu'est la philosophie. Une définition qu'on peut adopter, c'est la suivante. C'est certainement pas la seule. Vous savez sans doute, Bertrand Russell, un des grands philosophes du XXe siècle, a dit qu'il y a autant de définitions de la philosophie que de philosophes. J'ai choisi la mienne aussi. La philosophie, c'est une discipline qui traite rationnellement des problèmes fondamentaux que pose l'existence humaine dans le but d'aider à bien vivre. À la place de bien vivre, on pourrait très bien dire dans le but de trouver l'accomplissement ou de trouver le bonheur, quelque chose de ce type, des expressions approchantes. Appliqué à l'entreprise, je pense que la recherche philosophique donne cette question-là. Comment l'entreprise lambda, ou X, peut-elle aider l'homme à bien vivre? Et là, on a la question fondamentale, c'est-à-dire que moi, la question que je pose aux dirigeants et leurs équipes et à laquelle on essaye de répondre quand on travaille sur une philosophie d'entreprise, c'est cette question-là. Donc le premier point, le premier pilier
Le premier élément pour avoir une philosophie d'entreprise, c'est de répondre à cette question. Le deuxième élément, c'est la réponse à la question quel rôle on va donner à la réponse que l'on a donnée à la question comment cette entreprise peut aider l'homme à bien vivre. Et le rôle qu'on doit lui donner, c'est un rôle de fondement. C'est-à-dire que cette réponse, elle doit orienter concrètement le fonctionnement de l'organisation. Ça ne doit pas juste être quelque chose qu'on élabore et qu'on affiche sur un mur et qu'on met dans un tiroir et qu'on ressort une fois de temps en temps pour se faire plaisir. Ça doit être quelque chose qui donne lieu à une pratique très concrète. Et par ailleurs, un troisième critère du concept de philosophie d'entreprise, c'est le critère de cohérence globale. C'est-à-dire qu'on doit rechercher en permanence à avoir une cohérence entre ce qu'on a écrit, ce qu'on a pensé et ce qu'on fait pour réaliser ce qu'on a imaginé. Alors, dans la réponse à la question, au niveau du contenu, on va trouver deux choses principalement. Une finalité, et une finalité qui est distincte de l'exigence de profitabilité. En l'occurrence, si on prend le cas d'interface, c'est l'idée selon laquelle Interface doit devenir la première entreprise industrielle mondiale à gommer son empreinte environnementale. Le deuxième grand élément qu'on trouve dans une philosophie d'entreprise, c'est un système de croyance, c'est-à-dire en gros un texte qui est censé être clair et ordonné et qui fait comprendre, qui justifie, qui montre pourquoi la finalité qu'on a choisie elle est pertinente. Et ça, l'élaboration de cette réponse-là, c'est, pour évoquer pour la première fois la question du sens, c'est le premier pas qu'on fait vers le sens, vers l'émergence du sens. Pourquoi ? Parce que très souvent, quand on fait ce travail d'élaboration, au départ, mon interlocuteur, le dirigeant d'entreprise, est souvent dans un besoin de clarté. Il se questionne, il est souvent intuitif, il a quelques idées éparses à droite à gauche. Et vraiment le premier pas pour arriver à lui donner l'impression qu'il a un projet qui fait sens et c'est de trouver de la clarté. Quand on élabore la réponse à la question de la philosophie d'entreprise, on doit être attentif, à mon sens, à 3 critères pour savoir si en gros on tape juste ou non. Le premier, c'est la vraisemblance. Est-ce que ce qu'on raconte s'approche ou non de la vérité et dans quelle mesure ? Le deuxième, c'est est-ce qu'elle est cohérente, notre réponse, ou est-ce qu'elle est bourrée de contradictions ? Et la troisième, et peut-être c'est la plus importante des conditions, c'est est-ce qu'elle est capable de capter les motivations profondes des collaborateurs et peut-être plus généralement des parties prenantes. La deuxième condition, donc je vous ai dit, première condition pour avoir une philosophie d'entreprise, c'est une réponse à la question évoquée. La deuxième, qui est indispensable, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre, comme je vous disais tout à l'heure, elle amène à fonder le fonctionnement de l'entreprise sur la vision que vous avez imaginée. Ce qui fait que, par rapport à un schéma classique, on considère que l'entreprise n'a qu'un seul but, un seul et unique but, c'est la réalisation de profit. Ici, quand on élabore et qu'on met en œuvre une philosophie d'entreprise, on va être en permanence en train d'essayer d'ajuster l'exigence d'être performant, de faire des profits, et le sens que l'on donne au projet d'entreprise ou la philosophie que l'on essaye de faire vivre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se retrouve dans une relation dynamique. C'est-à-dire que la performance que vous allez, les profits que vous allez réaliser vont venir nourrir votre philosophie, parce que faire des profits, ça va vous permettre peut-être de prendre plus de temps pour y réfléchir, ne serait-ce que pour l'appliquer. Mais le sens que vous donnez à votre projet d'entreprise ou votre philosophie va également venir nourrir votre performance. Dans le sens où si vous parvenez réellement à capter les motivations profondes de vos collaborateurs, vous allez davantage les engager. S'ils sont plus engagés, ils seront peut-être plus créatifs. Ils seront peut-être plus performants. Au niveau de la mise en œuvre, une condition qui est vraiment fondamentale, c'est la question de la constance ou de la stabilité. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que très souvent, je vois des entreprises où le dirigeant va avoir de bonnes intentions, va essayer de défendre une certaine éthique ou un certain projet,
Mais vous savez tous, on est sur des marchés qui sont de plus en plus complexes. On a énormément d'occasions de chercher des opportunités ou d'être distrait par ce qui se produit. Du coup, on est facilement amené à changer de cap sans arrêt. D'où l'idée que si on veut qu'une philosophie d'entreprise puisse imprégner les collaborateurs et qu'ils y adhèrent vraiment, il y a une nécessité d'être dans une stabilité ou dans une constance dans l'action. Et ce, aussi bien au quotidien, par la façon d'organiser le travail, que dans les cas exceptionnels que sont par exemple les moments de crise. Pourquoi ? Parce que les moments de crise, tout simplement, quand vous êtes capable de rester en accord et d'agir en accord avec vos principes, c'est ce qui donne sans doute le plus de crédit à l'idée que vous croyez vraiment à votre philosophie d'entreprise. Et je crois que, comme vous avez vu la vidéo, quand on voit la décision qui est prise par Ray Anderson, il y a un réel risque qui est pris parce qu'il n'y a absolument aucune garantie pour que ça porte ses fruits et qu'il ne soit pas simplement en train de transformer son entreprise en aventure complètement folle. Donc, deux conditions pour avoir une philosophie d'entreprise, une réponse à la question que j'évoquais, ainsi qu'une mise en œuvre et le tout dans une cohérence globale. Pour à proprement parler, pouvoir vraiment parler de philosophie d'entreprise, il y a encore deux autres petites conditions qu'il faut ajouter. La première, c'est de développer au sein de l'organisation une culture du dialogue. Quand je parle de dialogue, c'est pas un mot à la légère, il y a une différence à faire entre le dialogue et la simple discussion ou le débat. Le débat, si vous avez regardé la télé hier soir, le débat, c'est ce qu'on voit quand on voit des hommes politiques s'affronter. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui l'emporte aux yeux du public. On va chercher les bons mots, l'argumentation n'est pas forcément fondamentale, ce qui compte c'est la rhétorique, c'est de montrer qu'on est supérieur à l'autre. Tandis que quand on dialogue, on est en train d'avoir un échange entre deux personnes qui se considèrent comme égales, on essaye de donner de la primauté à l'argumentation, on essaye d'éviter au maximum les bons mots, et surtout on est dans une recherche commune, qui progresse au maximum en s'appuyant sur le consensus. La deuxième condition, c'est de développer une culture de l'esprit critique. L'idée, en développant une culture de l'esprit critique, c'est d'éviter tout dogmatisme et de pouvoir ajuster au fur et à mesure des années et des mois la philosophie d'entreprise aux événements qui surviennent et qui peuvent la mettre en question. Mais c'est aussi une façon de maintenir en vie le pourquoi. C'est-à-dire, la philosophie d'entreprise, le but, c'est que ce soit la raison d'être de l'organisation. Pourquoi on se lève le matin, pourquoi on vient bosser. Et le fait de pouvoir la discuter, l'interroger, la critiquer, l'amender, ça vous maintient en vie les raisons pour lesquelles vous venez le matin au travail. Au niveau de la culture du dialogue, l'objectif, c'est de parvenir à faire en sorte que les gens se comprennent, tout simplement, à harmoniser le langage. Pourquoi ? Vous prenez n'importe quel thème éthique ou n'importe quelle valeur d'entreprise, je sais pas, le plaisir, le respect ou autre. Si on fait un petit exercice dans la salle, je suis sûr que pour le plaisir ou le respect, on va trouver des représentations extrêmement différentes. Dans une entreprise, c'est pareil. Quand un dirigeant parle de plaisir ou d'innovation ou de respect, c'est tout à fait probable qu'il n'a pas du tout la même idée en tête que ce que ont la plupart de ses collaborateurs. Et si il n'en discute jamais avec eux, il ne peut jamais être certain que ce qu'il a en tête correspond à ce que eux aussi ont en tête. Alors, je vais passer ça. Petite remarque sur la culture d'entreprise et en quoi ça se distingue de la philosophie d'entreprise. Souvent on pose la question, une philosophie d'entreprise, comme dans le cas d'Interface, on travaille sur un idéal. L'idée, c'est on imagine un projet et on veut le réaliser dans le temps. Quelqu'un qui intervient sur la culture d'entreprise, il va d'abord avoir une démarche empirique qui consiste à faire émerger quelque chose qui existe déjà. Il va analyser les comportements des gens, les symboles, il va ensuite se demander pourquoi les gens se comportent comme ça, ont tel et tel symbole, et de cette façon, il va essayer de remonter aux valeurs qui vivent au sein de l'entreprise. Donc il y a un travail qui consiste à expliciter. Quand on fait un travail sur la philosophie d'entreprise, on ne part pas forcément de l'existant, on pense déjà à l'idéal qu'on veut réaliser. Ça, c'est une différence. Deuxième différence, c'est qu'une
On peut dire que n'importe quelle entreprise a une culture. Par contre, on ne peut pas dire que n'importe quelle entreprise a une philosophie. Ce pour une raison toute simple, parce que, avec ce que je viens de vous expliquer, pour avoir une philosophie, il faut élaborer une réponse à la question « Comment l'entreprise peut-elle aider l'homme à bien vivre ?» Il faut ensuite s'efforcer de la mettre en œuvre, et surtout, il faut développer une culture du dialogue et de l'esprit critique. Or, le dialogue et l'esprit critique, autant que je sache, ce n'est pas forcément des valeurs qui sont mises en œuvre dans toutes les entreprises. Alors, pour finir, comment la philosophie d'entreprise donne-t-elle du sens au projet de l'entreprise? Si on prend l'expression « le projet de l'entreprise X a du sens pour moi », je crois qu'elle a 3 acceptions, elle a 3 sens. Elle veut dire que l'entreprise en question a une finalité, elle veut dire aussi que cette entreprise a un projet qui est intelligible, c'est-à-dire qu'on peut le comprendre, il est clair. Et la 3e condition, c'est qu'on adhère à ce projet. Comme vous l'avez vu, dès le départ, dans le concept même de philosophie d'entreprise, dans le travail qu'on fait avec les dirigeants et avec les équipes, l'idée, c'est de tout de suite travailler sur les éléments fondamentaux qui donnent du sens. Quelle finalité, quel système de croyances clair et ordonné qui explique, qui justifie la finalité, et enfin, comment ce système de croyances et cette finalité peuvent capter les motivations profondes des collaborateurs. Pour finir, on peut imaginer que pour donner du sens à un projet d'entreprise, pour donner du sens au travail, c'est mieux de le dire comme ça, une entreprise, elle peut avoir développé 3 stratégies au moins. Je ne suis pas sûr que ce soit les seules, mais enfin, on peut imaginer ces trois-là. La première, c'est une stratégie qui porte directement sur l'individu. Elle consiste à lui chercher un plan de carrière, à lui offrir des opportunités de formation, pourquoi pas lui donner des avantages matériels ou en nature. La deuxième, elle consiste toujours en une stratégie qui porte directement sur l'individu, et c'est une stratégie de compensation. Alors, exemple type, une entreprise où je sais pas, un cadre vient voir son manager et lui dit voilà, je n'ai pas le sentiment d'être utile socialement dans le cadre de mes fonctions, et j'aimerais bien pouvoir m'engager un peu et avoir le sentiment d'être utile socialement. Et là, son manager lui propose, bah, tiens, je vais te donner 2-3 heures par-ci par-là, par semaine, pour aller faire du bénévolat dans une association qui te tient à cœur. C'est des choses qui se produisent. J'ai des SUS de fait, etc. Sauf que, vous voyez bien que ça ne résout pas le problème de fond. C'est-à-dire que la personne vient parce que précisément elle ne voit plus le sens de son travail, elle ne se sent pas utile socialement, et ce qu'on lui dit, c'est va te consoler en faisant 3 heures de bénévolat par-ci par-là. La 3e possibilité, c'est d'intervenir directement sur le collectif en élaborant un sens partagé, donc une philosophie d'entreprise. Et je pense que ça a un gros potentiel pour une raison toute simple, c'est que on parle beaucoup des générations Y, et on considère souvent qu'elles sont relativement infidèles ou difficiles à garder dans les entreprises, qu'elles ont besoin de faire plusieurs expériences avant de pouvoir éventuellement se fixer. Mais il me semble surtout que ce qu'on a du mal à trouver quand on fait partie de la génération Y, c'est des entreprises où il y a un vrai projet qui fait du sens, qui fait sens. Et comme le montre, je pense, de façon extrêmement éloquente l'expérience que Jean-François Espinasse va vous raconter, l'expérience d'interface, en s'engageant dans une direction éthique ou dans une philosophie d'entreprise ambitieuse, on a tout à fait de quoi capter les motivations profondes de cette génération Y qui, à mon avis, est plus en quête d'un destin qu'autre chose. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole à François.